messieurs, bonsoir. Je suis très heureuse de commencer cette nouvelle semaine en votre compagnie. Et pour commencer cette édition, nous partirons en Roumanie, où les euromondialistes ont reçu une gifle monumentale lors de la nouvelle élection présidentielle. Le candidat soutenu par Călin Georgescu, George Simion, est arrivé en tête avec 40% des suffrages. Nous reviendrons ensuite à Paris où était organisé le dernier spectacle d'Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen. En effet, après la gestion du Covid-19, dont on se rappelle tous, ils ont décidé de miser sur la science. Et puis, nous terminons avec la dernière trouvaille de François Bayrou, un référendum concernant le budget de l'État. Coup de communication ou tentative désespérée, décryptage dans cette édition. Le peuple roumain a une nouvelle fois giflé le camp euromondialiste. Dimanche, ils ont offert 40% des suffrages au souverainiste George Simion, 5 mois après le putsch constitutionnel de l'annulation de la précédente élection présidentielle. Un énorme désaveu pour Bruxelles, Ursula von der Leyen, mais aussi Emmanuel Macron. Un sujet de Nicolas de Lamberterie. Victoire écrasante des souverainistes à la présidentielle hier en Roumanie, 5 mois après le putsch euromondialiste de l'annulation de la précédente élection présidentielle. Avec plus de 40% des suffrages au premier tour, George Simion a de bonnes chances de venger la démocratie roumaine et Călin Georgescu, celui qui aurait dû remporter la présidentielle de décembre dernier, et dont la victoire a été empêchée par le putsch du Conseil constitutionnel roumain du 6 décembre, sur la base d'accusations d'ingérence russe qui se sont avérées depuis lors totalement infondées, ce qu'a même reconnu discrètement la presse mainstream française. Simion, qui représentait le camp souverainiste roumain unifié, puisque plusieurs autres candidatures avaient été tout simplement interdites par les autorités, en particulier celle du favori de l'élection Georgescu, a obtenu bien davantage de suffrages que les candidatures Georgescu et Simion de 2024, et l'a également largement emporté auprès des Roumains de l'étranger. Ce basculement du vote de la diaspora roumaine, qui était habituellement un réservoir de voix pour le camp euromondialiste, démontre bien le désamour des Roumains pour le rêve euro-atlantiste qui leur a été vendu depuis la fin du communisme. À l'échelle nationale, Simion arrive largement en tête dans la quasi-totalité des départements, y compris la ville de Bucarest, à l'exception des départements habités par l'importante minorité hongroise de Roumanie, en raison de l'hostilité très prononcée que Simion avait exprimée contre les Hongrois au début de sa carrière politique. Un handicap que n'avait pas Călin Georgescu. Au second tour, Simion affrontera le maire de Bucarest, Nicoșu Dan, qui s'est qualifié in extremis au second tour avec 20% des suffrages, en battant d'une courte tête le candidat unifié de la majorité gouvernementale, Crin Antonescu. Cette défaite cinglante de la coalition gouvernementale pourrait d'ailleurs conduire à la chute du gouvernement, puisque le parti de la minorité hongroise a annoncé son retrait de la coalition. Pour Simion, le pari est plus que réussi. En dépit d'un profil politiquement légèrement différent de celui de Georgescu, un peu plus combattable sur la ligne euro-atlantiste et plus jeune, n'ayant pas la carrure du fonctionnaire international qu'est Georgescu, la stratégie de campagne de Simion, consistant à dénoncer le caractère illégitime de l'élection et à être le candidat de remplacement de Georgescu, a totalement réussi. À plusieurs reprises, Simion a appelé à voter pour lui dans le but que les Roumains, par le biais de cette candidature Simion, portent Călin Georgescu au pouvoir. Simion avait également dénoncé l'ingérence du gouvernement français dans le processus électoral roumain, étant donné que l'on soupçonne Paris d'avoir incité les autorités judiciaires de Bucarest d'empêcher Călin Georgescu de se présenter à l'élection rejouée de 2025. The French, according to you, interfere in the electoral process in Romania. The Emmanuel Macron government, yes. Selon Modeste Schwartz, c'est donc l'ingérence euromondialiste qui a été giflée par les électeurs roumains lors de ce premier tour. On peut donc diagnostiquer un échec cuisant de la pédagogie euromondialiste, étant donné que pour ceux qui ont suivi les médias roumains pendant les 5 derniers mois, donc à part une ou deux chaînes vaguement dissidentes, notamment la chaîne pro-Georgescu Realitate Plus, bon, pour tout le reste, les médias roumains pendant les 5 derniers mois, c'était un camp de rééducation
où on expliquait aux Roumains matin, midi et soir qu'ils s'étaient trompés, qu'ils avaient voté Georgescu à l'insu de leur plein gré, qu'ils avaient été manipulés par TikTok, par Poutine, par la Chine, peut-être l'Indonésie. Et résultat, au bout des 5 mois de rééducation, ils revotent, alors non pas pour Georgescu, puisqu'on ne leur en a pas laissé la possibilité, la candidature de Georgescu a été rejetée, mais pour un George Simeon qui se présente explicitement comme le remplaçant, le lieutenant de Georgescu, et ce, en nombre bien plus élevé, 450 000 voix de plus, pour un pays de 20 millions d'habitants. Donc je dirais que le message que l'opinion roumaine a voulu adresser au consensus euromondialiste, à Ursula von der Leyen, à Emmanuel Macron, etc., est quand même assez clair. Désormais, la question est de savoir si Simeon a des chances de l'emporter au second tour, en passant donc de 40 à 50% des suffrages exprimés. Une chose semble acquise, le scrutin de second tour sera serré. Pour Nico Șurdan, il faut espérer parvenir à récupérer l'ensemble des voix qui se sont portées sur Crin Antonescu et Elena Lasconi, les deux autres candidats euromondialistes. Il faudra également essayer de mobiliser l'électorat hongrois, qui a certes voté contre le candidat nationaliste, mais s'est surtout peu mobilisé. Une faible remobilisation de ces électorats en faveur de Nico Șurdan serait donc fatale au maire de Bucarest. L'autre enjeu est de savoir comment vont se mobiliser les électeurs qui se sont portés sur celui qui incarnait le souverainisme de gauche, Victor Ponta, qui a rassemblé 13% des suffrages. Leur remobilisation en faveur du candidat euromondialiste semble en tout cas loin d'être acquise. En clair, le round, en principe final, de la saga présidentielle roumaine qui se déroulera dans 2 semaines, se décidera sur la mobilisation. Et pour le moment, le souverainiste Simeon part avec un léger avantage. Ce lundi à Paris, 5 ans après la crise du Covid-19, Ursula von der Leyen et Emmanuel Macron étaient réunis pour expliquer les enjeux scientifiques qui se dressent face à nos nations. Une belle opération menteur-menteur. Emmanuel Macron, comme un poison dans l'eau, noyé dans son Union européenne, le président français a lancé le sommet Choisir l'Europe pour la science en conviant la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. La science est un investissement et nous devons promouvoir les bonnes initiatives. C'est pourquoi je peux annoncer que nous proposerons un nouveau financement de 500 millions d'euros pour la période 2025 à 2027 afin de faire de l'Europe un pôle d'attraction pour les chercheurs. Cela contribuera à soutenir les meilleurs chercheurs et scientifiques venant d'Europe et du monde entier. Nous visons à créer une nouvelle super subvention de 7 ans sous l'égide du Conseil européen de la recherche, ERC, afin d'offrir une perspective à plus long terme aux chercheurs les plus talentueux. Grâce à l'ERC, nous soutenons déjà les chercheurs qui s'installent en Europe avec une prime complémentaire à leur subvention. Nous doublons cette année le montant qu'ils peuvent recevoir et je souhaite étendre ce soutien pour 2026 et 2027. Une allocution au cœur de la Sorbonne, néanmoins en anglais, plus de 5 ans après le Brexit mettant la Grande-Bretagne en dehors de l'Union européenne. Les Chypriotes et les Maltais apprécieront donc de voir que leur langue officielle est toujours autant promue au sein des initiatives européennes. Au-delà de la forme, le fond, que l'on touchera bientôt, avec 500 millions d'investissements pour leur fameuse science, résonne comme une nouvelle opération communication et donc enfumage. En résumé, c'est beaucoup pour gréver encore les caisses des contribuables européens et particulièrement la France, deuxième contributrice nette derrière l'Allemagne, mais souvent première perdante. Mais c'est bien peu pour faire briller les sciences sur le vieux continent. Dans ce cadre, l'intervention de l'Allemande, à en croire l'opération secrète menée avec Albert Bourla, le patron de Pfizer pour les injections Covid, était sans doute incontournable. Au-delà du fait que la réunion a une nouvelle fois permis à Emmanuel Macron d'éviter toute occasion de parler de véritables enjeux nationaux au profit des projets de corruption européens en tout genre, il a également tenté une charge dirigée contre Donald Trump et son ministre de la Santé Robert Kennedy Jr. sans les citer. Et donc oui, chérissons la science libre, ouverte, qui est au cœur de nos sociétés, et refusons un diktat qui consisterait à dire qu'un gouvernement, quel qu'il soit,
puisse dire il est interdit de chercher ceci ou cela. Comme il était interdit de chercher sur la chloroquine ou sur l'ivermectine? Ah non, pas de mauvais esprit enfin. Emmanuel Macron est sincère, il vante vraiment les mérites de la recherche. Et tout ce qui nous lie repose sur cette capacité de former des individus libres et rationnels. Et libres parce que rationnels, parce qu'ayant accès justement à cette science libre, ouverte, à la possibilité de débattre, mais à partir de faits, de vérités à un moment scientifiquement établi, puis ensuite qui seront peut-être désavoués par d'autres chercheurs, jugés à chaque fois par leur pairs. Évidemment, il faudrait quand même ajouter leur père, adoubé par Big Pharma. Mais Emmanuel Macron, tout au long de but, continue de vanter la liberté de la science que l'on a vraiment bien observée ces dernières années. Et qu'il serait interdit de chercher sur la santé des femmes, qu'il serait interdit de chercher sur les cyclones ou le climat. Parce qu'à chaque fois, ce sont là aussi des vies qui sont mises en jeu. Parce que là, à chaque fois aussi, ce sont les progrès de notre humanité qui sont remis en cause. Et voilà un beau pot pourri pour un bel humanisme, à deux doigts d'évoquer en plus la géo-ingénierie. En réalité, Emmanuel Macron lance une sorte de main tendue aux scientifiques expulsés par Donald Trump, espérant récupérer les restes de ceux qui ont fui le pays à son arrivée ou à celle de ses prédécesseurs. D'ailleurs, François Hollande, redevenu fier député de Corrèze en 2024, a déposé récemment une proposition de loi pour créer un statut de réfugié scientifique. De la pensée que le concept vire à l'obsession, il n'y a qu'un pas. Toujours est-il que quelques jours à peine après le départ définitif de France du Doliprane, après la vente d'Opella, une filiale de Sanofi à un fonds américain, Emmanuel Macron s'est laissé aller à un satisfecit philosophique. C'est tout ce qui nous lie et ce qui nous tient. C'est ce qui a conçu nos modèles. Et c'est ce qui tient notre rapport à la connaissance, mais aussi notre rapport à la démocratie et notre rapport à l'efficacité économique et la compétitivité. Dommage toutefois que le président ne questionne pas son propre rapport aux réalités. François Bayrou sort la carte du référendum. Le Premier ministre a surpris son monde en évoquant ce mécanisme de consultation pour sortir du marasme budgétaire dans lequel se trouve le pays. Explication d'Olivier Frère-Jacques. François Bayrou cherche à gagner du temps d'abord. Il n'a pas une idée devant lui, il n'a pas une idée d'économie, il cherche à durer plus qu'à changer les choses. Mais il n'y a pas besoin de référendum pour savoir que les Français en ont assez des augmentations d'impôts. M. Bayrou s'est pas réveillé ce matin en disant qu'il allait être démocrate. Et il cherche juste à faire un coup politique, dont je suis pas sûr d'ailleurs que tout le monde en comprenne vraiment la signification. Une proposition qui n'enchante pas à droite ni à gauche. Le Premier ministre François Bayrou a annoncé dans un entretien donné au journal du dimanche qu'il envisageait un recours au référendum pour traiter de la question budgétaire. Et il a fait cela à demi-mot, en affirmant, je cite, « Je pense que la question est assez grave, assez lourde de conséquences pour l'avenir de la nation, pour qu'elle s'adresse directement aux citoyens. » Le chef du gouvernement ouvre ainsi la voie à une consultation, un usage pour le moins étonnant du référendum qui viserait à légitimer la réalisation de quelques 40 milliards d'euros d'économies pour le budget 2026 afin de ramener le déficit public de 5,4% à 4,6% du PIB. François Bayrou en appelle ainsi à des efforts de tous, arguant que les réformes imposées par des voies classiques provoquent grèves et manifestations. Pourtant, cette suggestion inédite pour les questions budgétaires sous la Ve République soulève autant de doutes que de critiques. Le président LFI de la Commission des Finances, Éric Coquerel, estime ainsi que le procédé est techniquement saugrenu et politiquement contestable, tout en estimant que l'exécutif ne peut pas contourner plus longtemps la représentation nationale. Une prise de position contestable puisque LFI avait soutenu le recours au référendum, notamment dans le sillage des Gilets jaunes. Le casse-tête budgétaire du gouvernement Bayrou, contraint par des changements de prévision de croissance, par 8 années de gestion catastrophique et par un contexte international changeant et hostile, n'en est probablement pas à son épilogue. Ainsi pourrait se dérouler une bataille dans la bataille avec Laurent Wauquiez qui se verrait bien retirer son soutien du groupe LR à la majorité dans un contexte de guerre interne aux Républicains. Si François Bayrou persiste à vouloir faire des augmentations d'impôts sur les Français, la question de notre participation et de notre soutien au gouvernement se posera. Au gouvernement, seule Aurore Berger a tenu à monter au créneau pour défendre la proposition. Et encore l'a-t-elle faite à demi-mot. Déjà, le fait de poser la question sur nos finances publiques est essentiel parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, on a un effort budgétaire massif qui doit être opéré. On n'est pas sur le référendum. Mais parce que la question, pour l'instant, c'est pas à moi d'écrire ce que devraient être ces questions. Et vous savez que c'est aussi soumis, évidemment, à la validation du président de la République. Soumettre le référendum à l'avis du président de la République,
De ce côté, pas sûr que François Bayrou trouve un soutien, d'autant qu'un proche d'Emmanuel Macron, consulté par l'AFP, s'est montré très circonspect sur le sujet. Seul soutien pour le Premier ministre, et pâle lot de consolation, l'ancien commissaire européen qui casse tout ce qu'il touche, Thierry Breton. Il a parfaitement raison de poser cette question. Avec un soutien pareil, pas nécessaire d'avoir des détracteurs. L'initiative de François Bayrou a tout du ballon d'essai et ressemble furieusement à la technique macroniste d'occupation du terrain médiatique en avançant des propositions plus ou moins saugrenues. Ici, l'affaire ne serait juridiquement pas évidente puisque l'article 37 de la Constitution confère au Parlement l'exclusivité du vote budgétaire. Politiquement, un tel référendum pourrait rapidement tourner au référendum pour ou contre le gouvernement avec un rejet massif ou une abstention d'ampleur. Par ailleurs, alors que la gauche ne cesse de réclamer un référendum sur les retraites et que les droites en réclament un sur l'immigration, le seul référendum que propose François Bayrou porterait donc sur le budget. Pied de nez aux oppositions ou pied de nez au président, difficile pour l'heure d'être certain de la nature de la démarche, car Emmanuel Macron avait lui aussi annoncé un possible recours au référendum lors de ses vœux aux Français le 31 décembre 2024, tout en restant également très flou. Et partons à présent en compagnie de Renaud de Bourleuf pour l'actualité en France. Bruno Retailleau serre la vis sur les Versaillais. Depuis dimanche, un visuel du ministère de l'Intérieur sur les rodéos urbains circule à grande vitesse et suscite des railleries. Le dessin semble représenter un homme d'environ 30 ans, avec les cheveux courts bien coiffés, vêtu d'un pantalon propre et d'un blouson avec col roulé, se déplaçant en scooter. Les commentateurs sur X jugent que le profil ressemble à un diplômé de faculté de droit ou d'école de commerce résidant dans une banlieue cossue. Un profil différent des habituels auteurs de rodéos urbains. Pendant ce temps, les dégâts continuent. Samedi, à Goriaguet, commune de 1000 habitants de Gironde, un conseiller municipal a manqué de se faire renverser par une moto roulant à vive allure et faisant des roues arrière. Allant à la rencontre des motards en question, il a été passé à tabac. Des plans au doigt mouillé pour le SNU. Ce lundi, une note de France Stratégie et du Haut Commissariat au Plan a été publiée pour étudier les diverses formes que pourrait prendre le service national universel. Parmi les hypothèses envisagées, une sorte de montée en puissance timide du dispositif actuel, avec l'objectif d'attirer 5 fois plus de jeunes, soit 200 000 mineurs de 15 à 17 ans chaque année. Un format à 600 millions pour proposer à ces volontaires des missions dans la sécurité civile, la culture, la santé, le sport. Autre idée avancée, le service civil obligatoire pour 75% d'une classe d'âge. Coût évalué entre 1,7 milliard et 3,5 milliards. Le scénario le plus onéreux, 7 milliards d'euros, serait un service obligatoire de 6 mois uniquement pour les hommes. La somme pourrait même passer à 14,5 milliards si l'opération est mixte. Une étude qui a été réclamée par Emmanuel Macron dans la droite ligne de ses obsessions guerrières autour du conflit en Ukraine. Nouvelle affaire d'enlèvement avec rançon dans les crypto-monnaies. Jeudi, un homme de plus de 60 ans a été enlevé en pleine rue dans le 14e arrondissement de Paris. Il est le père d'un gérant de société de crypto-monnaies. Une demande de rançon de 5 à 7 millions d'euros a été envoyée avec une vidéo de la victime ayant eu un doigt coupé. Il a été retrouvé samedi, après 2 jours de séquestration, dans un pavillon de l'Essonne. Notons qu'il avait déjà reçu des menaces. 7 individus, déjà connus de la police, ont été arrêtés et placés en garde à vue. Une affaire qui ressemble en de nombreux points à l'affaire David Ballan. En janvier dernier, le fondateur de la société de crypto-monnaie Ledger et son épouse étaient séquestrés à leur domicile. L'homme d'affaires s'était également vu sectionner un doigt. Le mystère des empoisonneurs de chiens et de chats. Selon le ministère de l'Intérieur, il y aurait eu une hausse de 30% des actes de maltraitance envers les animaux en 5 ans. Bien souvent, les intentions et la méthode suscitent des questions. Ainsi, à Roissy-en-Brie, dans le Val-de-Marne, une enquête a été ouverte alors que 10 chiens sont morts après avoir avalé des boulettes de poulet, cuisinées, recouvertes d'un poison mortel et disséminées dans un jardin public. Un phénomène qui n'est pas isolé. À Alloche, dans les Bouches-du-Rhône, des cas similaires se sont produits avec des boulettes de viande hachée contenant un produit toxique. La plupart du temps, ces poisons sont déversés dans des lieux publics où des animaux circulent, mais où des enfants ont aussi l'habitude de jouer. Et l'on poursuit avec l'actualité internationale. Donald Trump assure le spectacle médiatique. Dimanche, dans le cadre de son offensive commerciale, le président américain a annoncé des droits de douane de 100% sur les films produits à l'étranger. Donald Trump estime que l'industrie du cinéma américaine est en train de mourir et qu'Hollywood est dévasté. Une mauvaise nouvelle du point de vue du président américain qui espère redresser la barre. Le même jour, Donald Trump a également demandé à son administration de reconstruire la prison d'Alcatraz pour les plus dangereux criminels d'Amérique. Un établissement pénitentiaire mythique installé au large des côtes dans la baie de San Francisco qui devrait pouvoir alimenter à nouveau la fameuse industrie cinématographique américaine.
Netanyahou fait approuver un plan de conquête de la bande de Gaza. Dans la nuit de dimanche à lundi, le cabinet politico-sécuritaire israélien a validé à l'unanimité l'expansion de l'offensive israélienne à Gaza et la promotion du plan de Donald Trump consistant à demander aux Gazaouis, ceux qui sont encore vivants, de partir volontairement de la zone. Dans le même temps, l'armée israélienne a confirmé le rappel de plusieurs dizaines de milliers de réservistes. Selon le communiqué officiel, ce plan prévoit, je cite, des frappes puissantes contre le Hamas, alors même que la catastrophe humanitaire s'aggrave petit à petit depuis le blocus total d'Israël le 2 mars. Le cabinet a pour l'heure estimé qu'il y avait, je cite, suffisamment de nourriture dans le territoire. Chute du prix du pétrole. Les cours de l'or noir ont baissé de plus de 3% lundi après l'annonce par l'OPEP+, d'une hausse de production pour le mois de juin. 8 pays, dont l'Arabie Saoudite et la Russie, produiront 411 000 barils par jour contre 137 000 prévus initialement. Cette décision marque un virage stratégique de l'OPEP+, pour regagner des parts de marché après des années de coupe. Elle vise aussi à apaiser les États-Unis où Donald Trump a réclamé une baisse des prix. Outre Riyad et Moscou, l'Irak, les Émirats, le Koweït, le Kazakhstan, l'Algérie et Oman accélèrent la réintroduction de volume, bouleversant ainsi un marché déjà fragilisé. Dans les semaines à venir, le prix de l'essence à la pompe pourrait enfin baisser un peu en France. Procès pour P. Diddy. Ce lundi comparaissait Sean Combs, alias P. Diddy, ou plus anciennement Puff Daddy, devant le tribunal fédéral de Manhattan pour un procès retentissant. Accusé de trafic sexuel, corruption, enlèvement et intimidation, le rappeur de 55 ans risque la prison à perpétuité. Inculpé en septembre 2024 après des perquisitions révélant armes et drogues, il est soupçonné d'avoir orchestré sur 2 décennies un système d'exploitation sexuelle impliquant violences et menaces. Plus de 120 plaintes ont été déposées contre lui depuis 2023. P. Diddy plaide non coupable. Ses avocats dénoncent une persécution raciste. Le témoignage de son ex-compagne Cassie, victime présumée de violence, est très attendu. Le procès qui s'ouvre par la sélection du jury devrait durer plusieurs semaines et secouer l'industrie musicale nord-américaine. Et voilà, nous approchons de la fin de cette édition. Dès à présent, retrouvez Politique et Écho. Pierre Bergerot reçoit l'analyste économique Tom Benoît pour évoquer le plan de Trump pour reprendre le contrôle du monde. Alors pour être tout à fait synthétique et clair, pour ceux qui nous écoutent, est-ce qu'il vaut mieux garder du dollar, de l'euro, du yen, du yuan? Rien de tout ça. Quoi qu'il en soit. Ce qu'il faut bien que les gens comprennent aujourd'hui, c'est que là, si c'est de la monnaie circulante, si on parle de monnaie sur des comptes aujourd'hui, évidemment que c'est un risque énorme de garder des liquidités, c'est-à-dire du cash qui ne soit pas placé. Après, c'est une question de feeling. Moi, j'expliquais il y a un an que l'or allait monter, l'or a monté. Aujourd'hui, j'explique qu'il n'est pas inintéressant d'investir en ayant des structures après plus pour se parer des dérives politiques par rapport on va dire, à la défiance vis-à-vis du droit de la propriété dans l'immobilier. Alors, immobilier très ciblé, attention, mais si vous regardez ça sur du long terme, les entrepreneurs qui nous écoutent aujourd'hui, quoi qu'il en soit, ils savent que faire de leur cash, hein. Ils en ont besoin. Donc ils n'en gardent pas des tonnes. Si vous êtes entrepreneur, vous avez tout investi. Donc généralement, ça, ce sont les épargnants. Les épargnants se disent... Je ne veux pas perdre de la valeur, mais en même temps, je ne veux pas faire de business, je ne veux pas faire de capital risque. Donc aujourd'hui, j'avais soit gardé du cash, soit les marchés actions, soit l'or. C'était un peu ça. Et demain, à partir de 7h, vous pourrez découvrir le Zoom du jour avec le journaliste Pierre Henry qui s'attaque aux idéologies et discours de la gauche politique avec son ouvrage SOS Zinzin. C'est à présent la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. On se retrouve demain, même lieu, même heure. En attendant, portez-vous bien. Bonsoir.